Bien, je suis très heureux de vous accueillir pour ce dernier, Jean-Pierre. Oui. Dernier rendez-vous de l'année. Le temps explique que nos rangs soient un peu plus clairsemés qu'ils ne le sont habituellement, mais ce que vous voyez là, c'est la partie émergée d'un iceberg, parce que l'important là-bas, c'est les milliers de personnes qui sont derrière la caméra sur Internet. Voilà, donc ceux qui sont là sont faits pour animer et montrer leur attention à ce que vous allez nous dire. Jean-Pierre Rioux va vous présenter Corinne Pelluchon, ou en tout cas lancer le débat avec Corinne Pelluchon, qui est une philosophe tout ce qu'il y a de brillant, agrégée de philosophie, docteur en philosophie, autour des questions, presque d'ailleurs, docteur en philosophie politique, presque. Oui, oui, tout à fait. Oui. J'en connais une autre que je vous présenterai. Et donc, non, ceci est une parenthèse. Donc, ma fille a fait exactement, elle vient de soutenir sa thèse à Sciences Po. Alors, la réflexion de Corinne Pelluchon, si j'ai bien compris, elle porte sur cette articulation contemporaine de ce que l'écologie apporte, ou de ce que l'écologie oppose, ou de ce que l'écologie enrichit, de la pensée politique classique, et notamment de la pensée au sens philosophique libéral. Je rappelle à ceux qui l'ignoreraient, enfin que personne ne l'ignore ici parce qu'on le dit assez souvent, que le mot libéral n'a pas la même signification dans tous les pays, n'a pas la même signification en philosophie et en économie de marché, voilà, pour simplifier. Et donc l'école libérale est une des écoles les plus profondes de la philosophie politique moderne et contemporaine, moderne en tout cas. Et donc la réflexion de Corinne Pelluchon a porté en grande partie sur ce sujet, sur la politique et la morale, sur l'éthique en politique, sur la philosophie du sujet, comme on dit, c'est même le titre de votre thèse, un enrichissement de la philosophie du sujet. Et donc, c'est quelqu'un qui a approfondi sous l'angle philosophique, je ne sais pas si la philosophie est un angle, mais en tout cas, qui a approfondi la question, une des questions majeures que notre temps a traitées. Jean-Pierre, vous voulez lancer le débat. Si j'ai dit des bêtises, vous me le direz. Hein ? Non, mais Corinne Pelluchon, sa fiche est un peu incomplète, n'est-ce pas ? Mais il faut quand même que vous sachiez qu'elle a très récemment fait un tout petit livre qui s'intitule « Comment va Marianne ? Conte philosophique et républicain ». C'est chez Bourrin en 2012, et que là, à travers un conte philosophique, et c'est assez rare aujourd'hui chez les philosophes de renouer avec quelques prestigieux anciens, sur cette notion du conte philosophique, et ça nous plaît bien. Ce qui nous plaît bien aussi chez Corinne Pelluchon, c'est aussi, je dirais, les maîtres, parce que je pense qu'on peut peut-être le dire ainsi encore, qu'elle a eu pour tous ses travaux, direction de thèse, habilitation, etc. Vous les connaissez tous, mais quand même, il faut citer, parce qu'ils sont et de nos amis, et pour nous, ils sont très importants dans cette réflexion sur les libertés, le libéralisme, les valeurs, l'éthique, etc. J'ai nommé Rémi Brague, que nous inviterons bientôt, qui est déjà venu, mais qui reviendra, bien sûr. Pierre Manant, que vous connaissez, Alain Renaud, Philippe Reynaud, etc., etc. Bon, vous voyez bien là le domaine couvert. J'ajoute que
Corinne Pelluchon vient d'être élue brillamment professeur de philosophie pratique. C'est ça, c'est exact, philosophie pratique. Il faudra nous expliquer, hein, parce que nous sommes... oui, c'est ça. Nous sommes un peu saturés de philosophie actuellement, n'est-ce pas, avec le baccalauréat, n'est-ce pas, et la soi-disant épreuve reine, n'est-ce pas. Ça fait quand même 8 jours que ça dure, cette affaire, avec des philosophes qui remplissent leur copie sous l'œil des caméras. Enfin, c'est tout à fait incroyable. Bref, donc comme François Bayrou le disait, vous êtes de ces philosophes, je crois, qui ont su tailler leur domaine en mêlant les apports et les interrogations, et ça donne le titre de votre exposé ce soir, que vous allez nous expliciter: écologie politique, conditions animales et humanisme. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Et, non, en fait, vous partez des questions éthiques appliquées, et donc largement bioéthiques et écologiques, et vous appliquez ça aux valeurs instituées et aux institutions, et ça donne un mélange de morale, de droit et de politique qui, pour nous, est évidemment tout à fait précieux. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur résumé de vos travaux passés, mais ça ne préjuge pas des travaux futurs. Vous l'avez, son thème de recherche: bioéthique, écologie et philosophie politique, proposition pour un enrichissement de la philosophie du sujet. Parce que c'est bien le sujet qui est au cœur. Voilà. On vous laisse la parole, cher ami, pour 30-40 minutes, enfin le temps. Une discussion d'un temps équivalent. Et nous avons par contre un arrêt absolu à 20h30. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, donc, la conférence s'intitule Écologie politique, conditions animales et humanisme. Donc, je vais l'introduire. Et effectivement, ce travail relève de la philosophie politique. Les connaissances scientifiques, les techniques, les pratiques médicales sont le point de départ d'une enquête visant à déterminer les conditions d'une législation adaptée sur des questions qui posent des problèmes nouveaux ou dont les conséquences sur les relations sociales méritent que, du point de vue de la méthode, on ne s'en tienne pas seulement à la déontologie ou à des idées figées sur le bien et le mal. Comment penser l'institution des normes et, au-delà, produire le juste dans une société confrontée à des défis comme ceux que posent la bioéthique et l'écologie? C'est la question centrale. En effet, la philosophie des droits de l'homme, à laquelle nous devons tant, ne suffit pas à penser un bon usage de la nature dont nous faisons partie et qui est anthropisée et non vierge, qui renvoie à des objets hybrides, mais dont les ressources sont limitées ou dont les capacités de résilience peuvent être menacées de manière irréversible par nos activités. Cela veut dire que la limite de ma liberté n'est plus seulement l'autre homme. En même temps, le changement dans les styles de vie requis pour faire avancer l'écologie ne peut être imposé, si bien qu'il faut penser les tensions existant entre des normes écologiques, le respect de la biodiversité, par exemple, et le droit de chacun à choisir son style de vie, son mode de vie, qui découle du principe, cher au libéralisme politique, de la souveraineté du sujet, et qui est précieux car il fonde un gouvernement limité, loin d'une réponse autoritaire. Donc le cœur de cette affaire, c'est de dépasser le libéralisme politique classique, dont on trouve une définition assez précise chez John Stuart Mill dans un livre de 1859 intitulé « De la liberté », où Mill dit qu'on ne recourt à la force coercitive de la loi que pour interdire les actions créant un dommage à autrui, un réel dommage et pas seulement une offense. Ce qui veut dire qu'il y a un partage entre la morale et le droit tout à fait précieux, car il évite bien justement une extrême moralisation des décisions politiques. Il évite de confondre la morale et le droit, et il est précieux pour légiférer par exemple sur des questions de mœurs, car il évite donc de fonder la décision politique sur ce que Ruvernogien appelle une éthique maximaliste, sur une vision du monde qui n'est pas généralisable dans une démocratie. Il évite aussi de criminaliser des crimes sans victime et donc d'habiller parfois de mots comme dignité ou autres des valeurs qui sont simplement subjectives. Donc la politique ne peut être fondée sur cette éthique maximaliste qui s'oppose au fait du pluralisme et équivaut à faire passer pour une décision commune ce qui ne relève que d'un point de vue moral. Cependant, l'éthique minimaliste qui ne s'en tient qu'au consentement et qui prétend que l'on doit s'abstenir de toute référence aux sources de la moralité en politique, pour s'en tenir au principe de ne pas nuire à autrui, cette éthique minimaliste ne suffit pas
pour beaucoup de questions, notamment quand on s'interroge sur les conséquences à long terme de nos décisions, de l'impact de nos styles de vie sur les écosystèmes, les générations futures et les autres vivants. Et de manière générale, elle ne prend pas en compte la responsabilité qui est la nôtre et qui est bien souvent dissymétrique. C'est assez évident quand on parle des générations futures dont nous pouvons affecter les conditions de vie mais qui n'affectent pas les nôtres. De même, le libéralisme classique n'a pas les moyens de penser les rapports d'injustice à l'égard des autres espèces dont nous menaçons la survie, par exemple en fractionnant leur habitat, en ne leur donnant pas d'espace. Enfin, il donne encore moins la possibilité de faire de la question animale une question politique, j'en parlerai, où les conditions de vie de l'élevage industriel imposent aux animaux, pris cette fois-ci dans leur individualité, des problèmes qui ne sont pas seulement des problèmes de morale, renvoyant à notre cruauté, mais qui renvoient au fait que nous nous octroyons sur eux un droit absolu, alors que le respect de leurs besoins éthologiques, le respect du besoin des poules, des temps de leurs ailes, etc., qui devrait être ce à partir du quoi on construit l'élevage, eh bien, limite notre droit d'user comme bon nous semble des animaux. Donc, autrement dit, ça veut dire que l'éthique ne peut plus se borner à la règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fît. Autrement dit, l'éthique minimaliste aussi n'est pas aussi minimaliste que cela. Elle va de pair, bien souvent, avec la valorisation de la liberté, définie comme capacité à faire des choix et en changer, ce qui est une manière de penser l'homme en s'imaginant qu'il est d'abord liberté et même qu'il est une liberté négative. Et ce critère conduit, quand on s'en sert pour légiférer pour réfléchir aux décisions, aux pratiques médicales et biomédicales, et bien ce critère conduit finalement à accepter à l'avance et systématiquement toutes les thérapies, toutes les pratiques qui augmentent la capacité de l'individu à faire des choix et en changer. Alors non seulement le critère du consentement et donc ce cadre strict du libéralisme politique qui consacre la liberté des uns ne permet pas de garantir la liberté des autres et l'égalité, comme on le voit par exemple dans l'exemple que j'ai pris, où si on imaginait les thérapies géniques qui peuvent augmenter, entre guillemets, les capacités, les performances physiques, intellectuelles ou autres de sa progéniture, eh bien, effectivement, cela augmente la liberté de cette progéniture à faire des choix et en changer, mais cela veut dire que cette liberté des uns condamne les autres qui ne voudraient pas utiliser thérapie génique à finalement le faire ou bien à se voir reprocher par leurs enfants de les laisser toujours à la traîne à l'école ou dans toutes les activités. Donc, de manière générale, le libéralisme politique, encore une fois, auquel nous devons beaucoup, qui consacre la souveraineté du sujet et surtout le gouvernement limité où l'État n'entre pas dans les chambres à coucher, eh bien, ce libéralisme politique ne permet pas d'apprécier les pratiques médicales, les pratiques de manière générale, qui vont au-delà, qui posent des problèmes, allant au-delà du simple respect des libertés, de la coexistence pacifique des libertés. Et ça veut dire que le vocabulaire des droits de l'homme et même le vocabulaire de l'égalité et de l'équité ne suffisent pas à apprécier ces questions. Ainsi, on le voit, les champs de l'éthique appliquée que j'ai mentionnés, eh bien, donc l'éthique médicale, biomédicale et la question environnementale, eh bien, mettent en question le libéralisme, mais de l'intérieur. Elles le mettent en question de l'intérieur, c'est-à-dire que ça s'oppose à une remise en question qui viendrait de l'extérieur, comme on le trouve dans la tradition d'inspiration marxiste. Ici, il s'agit de compléter le libéralisme, à la fois dans ses institutions et à sa base, c'est-à-dire en s'attaquant alors non seulement aux instances de délibération et peut-être à la définition des devoirs de l'État, donc il y a l'idée de reformuler le problème politique, et j'en parlerai quand j'aborderai la question du contrat social, qu'on pourrait peut-être modifier, mais il s'agit aussi de modifier à sa base, c'est-à-dire de toucher la conception du sujet qui sous-tend ces théories politiques du libéralisme et la conception de la socialité qui est au fondement du contractualisme aujourd'hui, qui est encore structuré par l'avantage mutuel, la réciprocité, le donnant-donnant, si vous voulez, et l'idée que, bon voilà, il faut gérer la coexistence pacifique des libertés, des intérêts individuels, et c'est tout. Donc l'enjeu est vraiment de ce travail qui s'est appelé à un moment l'éthique de la vulnérabilité, qui n'est pas, finalement pas une éthique, mais qui est une philosophie du sujet, eh bien, l'enjeu, c'est justement de modifier à la fois dans ses institutions et à sa base ce libéralisme politique, et ce travail, c'est
excusez-moi, exprimé ou développé dans 2 ouvrages, surtout dans l'autonomie brisée, où la genèse était les champs de l'éthique médicale, et dans éléments pour une éthique de la vulnérabilité, où le point de départ était la réflexion sur la crise environnementale. Et alors ce travail comporte un volet politique et un volet ontologique, donc lié à la réflexion sur la subjectivité, que je vais donc développer successivement. Donc, en commençant par le volet politique, qui, je crois, est la chose qui vous intéresse peut-être le plus. Alors, ce volet politique comporte 2 branches. L'une sur les conditions de la délibération, notamment comment on délibère, comment on légifère sur des questions notamment dites de bioéthique qui vont au-delà du problème de liberté. Et l'autre sur les modifications institutionnelles des instances délibératives et les transformations de la démocratie pouvant rendre possible l'entrée de l'écologie et de la question animale dans la politique. Ce que d'ailleurs j'ai exprimé dans ce conte qui est très fantaisiste, qui est un peu fou, mais bon, c'est comme ça de temps en temps. Alors je vais reprendre ces 2 questions. Donc les conditions de la délibération bioéthique. Je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu, c'est d'éviter 2 écueils. L'éthique maximaliste, la fondation de la politique sur une idée du bien qui ne serait pas généralisable, qui serait celle de monsieur un tel, mais aussi l'éthique minimaliste qui ne suffit pas. Alors le problème, c'est de savoir comment articuler la morale et le droit, mais sans donc fonder, sans cautionner une vision moralisatrice de quelqu'un. Donc la piste que j'ai proposée, il y en a plusieurs, mais celle-ci peut être intéressante, est la suivante. Il s'agira non pas de dire si une pratique médicale ou biomédicale est bonne ou mauvaise en soi, au nom d'un principe un petit peu a priori, mais il s'agira d'examiner son impact sur le sens des institutions, sur les acteurs, différents acteurs, et de mesurer sa compatibilité ou son incompatibilité avec les valeurs qui sous-tendent ces institutions et même avec les idéaux qui ont tel ou tel sens dans une communauté donnée. On le voit, cette démarche ne s'oppose pas au changement, mais suppose une sorte de réflexion sur soi-même, d'explicitation parfois de ce qui sous-tend nos institutions, et ça permet surtout de savoir ce qu'on est prêt à changer et au nom de quoi. Cela peut donner des résultats assez intéressant, par exemple quand on s'interroge sur le suicide assisté, qui n'est pas seulement une question du droit à mourir, qui n'est pas seulement lié à la liberté individuelle, même si cette dimension compte, et qui a effectivement qui ne peut pas être séparée de la réflexion sur son impact sur le patient B, sur la structure de soins. C'est également important quand on réfléchit à l'éventualité, j'en ai parlé, de l'utilisation des thérapies géniques ou des nanotechnologies, enfin, tout ce qui peut permettre d'augmenter un individu, où l'argument n'est pas seulement focalisé sur la liberté des parents, ni sur l'égalité entre les personnes, mais il s'agit de réfléchir à l'impact, par exemple, de cette pratique consistant, je l'ai dit tout à l'heure, à manipuler sa progéniture, l'impact de cette pratique sur le sens de la parentalité, laquelle désigne, comme disait un théologien, William Mell, l'ouverture à ce qu'on n'attendait pas. La dimension d'imprévisibilité est essentielle dans le rapport à nous-mêmes, puisque notre liberté s'exerce aussi sur un fond d'inconnaissabilité et d'une découverte progressive de soi, et c'est également essentiel dans le rapport justement à autrui, et en particulier à l'enfant à naître. Je rappelle ce beau texte en Conditions de l'homme moderne de Hannah Arendt, où elle dit que la natalité a une dimension politique, car c'est la possibilité que quelqu'un de neuf ouvre un monde nouveau, et que c'est peut-être le miracle contre la routine, la promesse qui sauve le monde de la routine. Alors, ça veut dire donc que les technologies, les biotechnologies ne sont pas mauvaises ou bonnes en soi, mais elles nous invitent. Alors, non seulement il y a une réflexion conséquentialiste, mais qui est assez enrichie, qui suppose une réflexion sur ses propres institutions, sur les sources de la moralité, qui donnent une moralité effective et qui se lisent dans ce que Hegel appelait la moralité effective, dans les lois. Mais c'est aussi un rendez-vous avec, sinon la métaphysique, du moins des questions classiques de la philosophie, comme celles qui ont trait à l'imprévisibilité, au temps, aux limites et donc à ce qui est derrière la condition humaine. Également, l'enquête pragmatiste est une piste importante sur des questions difficiles où personne, a priori, ne sait quoi faire, car cette enquête permet de conjuguer diverses approches de la morale. Aujourd'hui, quand on a affaire à des questions difficiles, d'une certaine manière, il faut conjuguer les principes, le conséquentiel, la déontologie, la réflexion conséquentialiste, mais aussi la réflexion qui renvoie à l'éthique des vertus, c'est-à-dire comment faut-il être pour bien agir, mais tout cela dans un raisonnement contextualisé, et en ayant soin de construire, pour ainsi dire, le bien.
Juste à titre d'exemple, moi, je m'étais apparu que cette enquête pragmatiste était pertinente quand j'avais réfléchi avec un comité d'éthique sur l'éventualité des prélèvements d'organes sur les donneurs ayant fait l'objet d'une décision d'arrêt de limitation de traitement, donc qui ne sont pas en état de mort encéphalique, mais qu'on appelle les malades éligibles au Maastricht 3. Et l'Agence de la biomédecine disait go, 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 faites, et donnez-nous des outils pour faire. D'autres, l'une de ces sociétés savantes disait non, 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 car on ne va pas mélanger l'arrêt de traitement et le prélèvement, on comprend pourquoi. Moi, je m'étais dit, mais pour éviter ces deux écueils, c'est-à-dire être instrumentalisé par des gens qui savent déjà ce qu'ils veulent faire ou ne rien faire, il fallait donc proposer une enquête où on suit le parcours d'un malade chez lequel on a décidé d'un arrêt de traitement en raison d'un pronostic très mauvais de récupération de ses fonctions neurologiques. Avec l'imagerie cérébrale, on le peut. Et on évalue l'impact de cette pratique en définissant pas à pas des critères d'acceptabilité sur des choses extrêmement concrètes et des garde-fous, évitant évidemment les conflits d'intérêts qui sont énormes dans ces domaines. Et évidemment, on conjugue plusieurs approches. Le principe déontologie de la séparation des intentionnalités et peut-être des équipes, donc ça veut dire qu'on n'arrête pas les traitements pour prélever, mais on se donne quand même les moyens d'adopter un point de vue faillibiliste, donc où on redéfinit ce qui peut être fait et surtout ce qui ne doit pas être fait. Donc voilà, bon, ce travail n'a servi à rien, c'est sûr, parce que l'Agence de la biomédecine, qui voulait donc qu'on lui apporte des choses, nous a repris, on était quelques-uns à faire ça, il y avait surtout des médecins, mais moi j'en faisais partie, finalement a fait des brouillons, des résumés qui n'avaient ni queue ni tête, et aujourd'hui ils reprennent ce travail, c'est-à-dire qu'on reprend à zéro. C'est aussi l'indice d'un amateurisme à la française dont il faudra peut-être, qui était problématique, qui posait problème majeur, on en reparlera, démocratique, mais et qui est lié aussi à cette idée que ces questions difficiles qui demandent un examen un peu technique, eh bien souvent les politiques qui arrivent au pouvoir s'emparent de ces questions comme s'il n'y avait rien eu avant, et là aussi c'est la politisation extrême de questions qui appartiennent à tout le monde est un problème. Alors j'apporte maintenant la deuxième partie de ce volet qui délibère dans une société où les données des sciences, qu'on le veuille ou non, devrait entrer dans la composition du politique. Donc il y a l'idée de reconfigurer le rapport science-société-pouvoir, mais en même temps d'éviter le gouvernement d'experts. Donc en plus, il s'agit de tenir compte de l'incertitude des scientifiques en matière de risque, de prévision climatique, et de faire de la place aux controverses scientifiques. Donc nos politiques, disait Bruno Latour, qui est tout à fait intéressant sur cela, sont des cosmopolitiques au sens où les questions débattues reflètent nos liens avec les non-humains. Moi, j'y ajouterais qu'elles sont des zoopolitiques, puisque les animaux sont toujours là, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais il y a certaines données scientifiques et techniques dont il faut tenir compte et qui supposent des lumières d'experts, mais l'expert est un scientifique placé dans une situation stratégique de l'expertise qui implique en plus un travail interdisciplinaire. Son rôle est de présenter un état des lieux sur la question, de manière complexe, et ce rôle se distingue de la tâche classiquement dévolue aux politiques qui tranchent, qui décident des priorités. Hélas, bien souvent, comme on le voit dans les schémas prospectifs, même de la FAO, donc sur l'alimentation, la sécurité alimentaire, les panels d'experts sont souvent très homogènes, regroupant des personnes issues de l'industrie agroalimentaire et plus rarement ou plus récemment de petits agriculteurs porteurs d'une vision de l'agriculture différente de celle qui domine dans ces prospectives, et qui limite l'agriculture à la production des aliments en négligeant son importance dans la préservation des paysages et en ignorant aussi les modèles agricoles qui présentent une alternative intéressante au modèle intensif. Alors, donc de même, pour penser la crise alimentaire mondiale, si vous vous référez au texte de la FAO, bien souvent, c'est un discours productiviste. Il faut augmenter la production alimentaire de 70% pour nourrir 9 milliards d'individus en 2050. Bon, cette manière-là de voir, loin d'être objective, suppose et est vraiment associée, liée à la composition très homogène des experts et aussi à l'idée de leur conception qu'ils se font de l'objectivité, où toute référence un peu scientiste, ou toute référence au style de vie, aux habitudes alimentaires, à la question de l'usage des terres et à la valeur non instrumentale des terres est rejetée à l'avance. Or, justement, pour régler cette question, entre autres de la crise alimentaire, il est clair que ces questions sont centrales, ces données, et pas seulement du quantitatif. Bref.
Donc on voit là aussi, dans ces débats tout à fait importants, même dans cette organisation de nos jours qui existe, du rapport science-société, eh bien il y a encore pas mal d'amateurisme qui se traduit par un écart considérable entre des rapports et des ressources humaines énormes et finalement des résultats médiocres. Pareil quand on regarde ce que fait la Banque mondiale pour lutter contre la déforestation. Alors ces dysfonctionnements qui existent à l'échelle internationale et nationale, joints à la confusion entre le rôle des experts et les politiques qui attendent bien souvent un feu vert pour agir en toute certitude. Donc il faudrait leur peut-être, en oubliant peut-être l'essence du politique liée à justement la prise de décision même en situation d'incertitude, eh bien pourtant ces dysfonctionnements ne sont pas une fatalité. Alors au niveau des instances politiques, sans doute l'innovation à laquelle nous invite à penser la crise environnementale et peut-être d'étendre le système délibératif afin de trouver des contrepoids au présentisme qu'encourage la représentation exclusive des intérêts immédiats des hommes actuels. La démocratie représentative qui est la nôtre, née à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle, dans un contexte démographique, économique, écologique tellement différent du nôtre qu'on peut envisager que justement il y a un contrepoids à ce présentisme. Alors comment le faire? Va-t-on faire voter les cochons? Et non, même moi je ne pense pas cela. C'est dire, donc il s'agit de dire alors qu'on va représenter au sein des instances délibératives les intérêts des générations futures et des autres espèces, mais ce sont des hommes qui vont le faire. Alors parce que quelles sont les pistes? Je pense que comme première piste, on pourrait, en reformulant le problème politique, et c'est tout à fait important cela, si on prend le contrat social de Rousseau, là il y a quelque chose à reformuler, on pourrait inscrire au niveau constitutionnel la protection de la biosphère, la condition animale, son amélioration, au lieu de la reléguer à la périphérie du politique et la confier au seul discours de l'indignation, et la prise en compte des intérêts des générations futures. S'il désignait le nouveau devoir de l'État, alors l'État ne se bornerait plus à assurer la sécurité des hommes actuels ni à concilier leur liberté et leurs intérêts. Certes, on garderait ça, mais il y aurait quelque chose en plus. Cela reposerait aussi sur l'idée que l'éthique a changé de sens. Ça veut dire, et ça fait référence au volet ontologique que je développerai tout à l'heure, plus brièvement. L'éthique n'est pas seulement une discipline normative, me disant où est le bien et où est le mal et comment le penser, mais elle est liée à l'autolimitation, elle est liée au droit de mon droit, si je puis dire, à la place que j'accorde à mon droit à exister, à prendre les ressources de la terre, les nourritures, et à l'idée que je ne veux pas imposer aux autres espèces et aux autres hommes une vie diminuée. Deuxième piste, on peut penser, sinon à représenter les intérêts des générations futures et des animaux, comme le veut Dominique Bourg, qui a des idées tout à fait intéressantes, un peu faux-folles, mais tout à fait intéressantes, c'est souvent la même chose, dans sa démocratie écologique, on peut du moins, sans aller jusqu'à ses propositions à lui, veiller à la compatibilité entre les décisions visant par exemple à soutenir la consommation et les normes écologiques. Car force est de constater que bien souvent, il y a une contradiction entre des mesures prises pour soutenir la croissance et des déclarations d'intention disant il faut vraiment faire de l'écologie, ce qui est vraiment un problème politique d'incohérence qui est majeur. La première vertu en politique, c'est justement la cohérence, et pour les lois, c'est pareil. Le droit, disait une juriste tout à fait, Catherine Labrousse-Rioux, tout à fait distinguée, le droit c'est comme un système immunitaire, au sens où il y a des rejets, quoi. L'idée au niveau législatif est donc moins de dire le vrai que d'organiser quelque chose, mais on l'a vu, il y a souvent des contradictions. Alors on pourrait envisager que voire des organisations non gouvernementales ou des personnes connaissant les questions relatives au climat exercent un rôle de vigilance dans des commissions régulant l'énergie, l'agriculture, le transport, le logement, la recherche, l'éducation, donc ne siégeant pas au même titre que les députés, mais veillant à cela, et cela garantirait un traitement transversal de ces questions qui, lorsqu'elles sont traitées de manière atomiste, ne peuvent pas être traitées du tout. Comme justement l'écologie, comme la question animale, comme la question de l'équité intergénérationnelle. Troisième piste, on peut penser, ou il faut penser, des contre-pouvoirs à la toute-puissance des lobbies,
qui est, dans les domaines dont je m'occupe, un problème central. Et pour contrer les lobbies, la confiance dans les représentants est essentielle. La confiance, ça s'inspire, mais il y a peut-être des principes qui devraient être systématiquement appliqués pour assainir la vie politique. Et cela ne signifie pas qu'il faille demander aux hommes politiques d'être vertueux. Il faut lire Xénophon, il faut lire jamais les hommes politiques n'ont les mêmes vertus ni que les prêtres, ni que les philosophes. Il y a une passion propre du politique et les philosophes dont parle Léo Strauss l'analysent très bien. Alors ça, c'est une manière de compléter la démocratie représentative et cela aussi va de pair avec une participation des citoyens qui, loin d'être un mot magique, suppose une information, une formation où l'université d'ailleurs aurait un rôle majeur à jouer. Qu'elle ne fait, qu'elle ne joue pas. Alors cependant, en disant cela, eh bien, je ne règle aucun problème, enfin je ne règle pas le problème majeur lié au fait que les conflits écologiques opposant les individus, eh bien, révèlent des positions ontologiques renvoyant chacun à la manière dont il se pense dans la nature. Rawls, d'ailleurs, John Rawls avait parfaitement conscience que les problèmes environnementaux ne pouvaient être résolus sur la base de la justice procédurale et du consensus par recoupement, vous savez, où on ne garde que les opinions qui chevauchent et on oublie les fondations métaphysiques. Pourquoi ? Car ces conflits écologiques, par exemple, supposaient que l'on introduisit des valeurs à propos desquelles nous ne pouvons pas obtenir un consensus par recoupement. Alors, quelle piste proposer ? Bien, il ne s'agit pas de fonder la politique sur un ordre écologique, parce que ça ferait hurler Luc Ferry, donc pour ça, il ne faut pas, mais il s'agit de penser la place des conceptions ontologiques dans le débat politique. Or, ces conceptions ontologiques ne sont pas forcément explicites et s'expriment d'abord par des émotions, par jugement esthétique. L'idée est de faire en sorte qu'elles soient explicitées par les participants aux décisions politiques. On intègre ainsi tout un tas de règles qu'on connaît bien en politique pour les négociations, les règles de l'éthique de la discussion qui relèvent plutôt d'un consensus par confrontation, un petit peu plus substantiel que chez Rawls, la théorie des parties prenantes qui est très importante dans le cadre des conflits opposant des communautés aux valeurs différentes. Bref, on intègre aussi tout ce qui renvoie aux procédures participatives, mais en étant conscient que ce type de conflits ne sont pas seulement des conflits d'intérêts, mais des conflits de valeurs. Et on est conscient aussi que l'écologie n'affecte pas seulement les principes de la justice distributive, mais aussi les fondements de l'éthique et le droit, et du droit, et la manière dont on se perçoit dans son rapport aux autres espèces, aux autres et à la nature. Et tout cela, j'en profite pour dire que la protection animale, dans ces débats, cesse donc d'être reléguée à la périphérie du politique, puisque la question animale est l'épreuve de notre justice, l'élevage intensif par exemple, en contraignant les animaux d'élevage appelés animaux de rente à s'adapter aux contraintes d'un élevage calqué sur l'industrie, au mépris de leurs normes éthologiques, eh bien nous fait croire que nous avons un droit absolu sur les animaux, alors que justement leurs normes limitent notre droit d'en user comme bon nous semble. Et il y a aussi une réflexion sur l'organisation du travail à partir d'un chiffre optimal de rendement qui témoigne d'un déni du réel qui se reflète aussi parfois dans l'organisation du travail des hommes. Enfin, la spécificité de mon approche, même dans son volet politique, c'est que je me focalise moins sur le statut moral, voire juridique des objets de la responsabilité que sur nous, c'est-à-dire sur le sujet de la responsabilité. Et cela veut dire que mon travail, à la différence de ce qu'on trouve dans l'éthique environnementale anglo-saxonne, par exemple, eh bien, est adossé à une réflexion relevant de la philosophie première et que, loin d'enterrer l'humanisme, il suppose justement de le transformer, mais de le rénover, de le reconduire. Alors, j'arrive donc au volet ontologique de ma réflexion, qui prendra moins de temps. Alors, ce volet ontologique est inséparable de l'éthique de la vulnérabilité, que j'ai élaboré et dont la genèse remonte à mes premiers travaux en éthique médicale. En effet, l'éthique de la vulnérabilité est née, il y a quelques années, d'une interrogation pleine de perplexité sur l'identité des malades souffrant d'affections dégénératives du système nerveux et d'un travail de reconfiguration de la notion d'autonomie visant à rendre utilisable cette notion en médecine dans le contexte clinique. En effet, le fait d'identifier l'autonomie à l'autodétermination, ce qui marche à peu près pour nous, eh bien, ne permet pas de penser l'autonomie d'une personne en situation de dépendance, ce qui, sur le plan politique, éthique, mais aussi politique, par exemple au niveau de l'intégration des personnes âgées ou en situation de handicap, est problématique. Au contraire, pour penser l'autonomie au-delà de la compétence juridique,
éviter 2 écueils dans la prise en charge d'une personne dépendante, ces écueils étant systématiquement décidés à sa place, et même une personne atteinte d'Alzheimer réagit par la prostration, ou l'autre écueil, c'est l'abandonner à son sort, plateau repas. Hein. Donc, pour éviter ces 2 écueils, on peut penser l'autonomie comme étant une double capacité. La première capacité, c'est le fait d'avoir des désirs et des valeurs, et même de pouvoir s'estimer soi-même à la réalisation de certaines activités. L'estime de soi ne disparaît pas, même quand on a perdu la morale ou qu'on a pas la mémoire ou qu'on n'a plus les mêmes valeurs. La deuxième capacité que désigne l'autonomie, c'est la capacité à traduire ces désirs et ces valeurs dans les faits, et il est clair que les déficits, notamment cognitifs, affectent profondément cette deuxième capacité que désigne l'autonomie, et qui doit donc être soutenue par les soignants et aidants, lesquels doivent essayer de comprendre la volonté de la personne afin d'aller la chercher là où elle est, c'est-à-dire de l'accompagner et de lui proposer des activités susceptibles de lui correspondre. On le voit, au lieu d'avoir une opposition binaire, comme dans les manuels d'éthique médicale qui répètent ce qui se fait aux États-Unis depuis 40 ans, eh bien, au lieu d'avoir une opposition binaire entre d'un côté une autonomie introuvable et de l'autre côté une bienfaisance médicale paternaliste, on met l'accent sur ce que signifie la responsabilité dans le contexte clinique et sur les qualités diverses d'attention, de communication qui sont nécessaires pour ce travail. De même, le passage de l'éthique à la justice envers les personnes en situation de handicap suppose une prise en charge individualisée, répondant à leurs besoins spécifiques, et cette remarque souligne, si besoin est, la pertinence de l'éthique de la sollicitude ou éthique du care. Cependant, le passage à la justice suppose qu'on ne s'enferme pas seulement dans le soin et qu'on ne mette pas seulement le curseur sur les besoins de soins de la personne, mais que l'on cherche aussi à promouvoir sa capacité à participer d'une manière ou d'une autre au monde, qu'on essaie de promouvoir son droit à exister d'une manière vraiment humaine. L'approche des capacités, donc à la suite d'Amartya Sen et de Martha Nussbaum, insiste sur ce que la personne peut réellement faire, sur sa liberté réelle et pas seulement formelle, et surtout sur ce qui empêche concrètement une personne d'utiliser des biens premiers, des choses distribuées. Donc au lieu d'avoir des droits sur le papier, on va insister sur le travail en amont qui est nécessaire de la part des politiques publiques et des structures de soins pour éviter que des personnes en situation de vulnérabilité aient seulement des droits sur le papier et aient une vie diminuée ou en raison de leur déficit, de handicap, elles se voient privées du droit d'accès au lien social, au développement de leurs émotions, etc. Ce qui doit être égalisé ici, ce sont les capacités. Ça ne veut pas dire que personne en situation de handicap deviendra danseur étoile, mais ça veut dire qu'un déficit de capacité dans le développement de ses émotions, etc., n'est pas seulement un malheur, mais une injustice. Cette manière d'articuler l'autonomie et la vulnérabilité, qui modifie le sens de ces notions, puisque l'autonomie n'est plus seulement indépendance et la vulnérabilité n'est pas seulement fragilité, cela implique une démarche thérapeutique s'appuyant sur les promesses de vie demeurées intactes malgré l'ensemble des déficits. Cependant, l'éthique de la vulnérabilité n'est pas réservée aux personnes vulnérables. Il s'agit d'une philosophie du sujet, c'est-à-dire qu'elle désigne une manière de penser le rapport à soi et à l'autre que soi. Elle se fonde même sur une triple expérience de l'altérité. La première expérience renvoie en effet à la passivité du vivant, de tout vivant, mais, je le disais tout à l'heure, la vulnérabilité n'est pas seulement fragilité, n'est pas seulement altération du corps qui est sensible à la douleur, qui vieillit et qui donc qui est dans la passivité, qui ne maîtrise pas tout. Elle est aussi, la vulnérabilité, une force, si je puis dire. Elle est la capacité à être concerné, voire blessé par ce qui arrive à l'autre, donc aussi à être responsable de l'autre. Et cela signifie qu'il y a une altérité en moi, si je suis donc concerné par ce qui arrive à l'autre et même si je me définis par la manière dont je réponds à l'appel de l'autre. Et cette manière de nommer le sujet, en affirmant la centralité de la responsabilité sur la liberté ou la manière dont la responsabilité infléchit la définition de la liberté, je la reprends et l'articule à la troisième expérience du rapport à l'altérité et qui renvoie à ma non-indifférence à l'égard des institutions de ma communauté politique. Donc tout cela, l'autonomie, la responsabilité, la vulnérabilité sont les catégories centrales du travail que j'avais fait et dont l'enjeu était de voir comment on aboutit à une conception du sujet dont l'enjeu est de voir comment on peut modifier les termes du contrat social.
Alors il ne s'agit pas seulement de penser la symétrie, bien sûr, il ne s'agit ni de réfléchir au rapport de domination, ça a été fait très souvent, notamment par les féministes, ou par les philosophies sociales, s'inspirant du successeur de Habermas, Honneth, mais pour moi le but c'était surtout de proposer un autre concept de sujet qui intègre dans son vouloir vivre le souci de ne pas imposer aux autres espèces une vie diminuée et de faire un bon usage de la nature. Donc, le sujet ne se définit pas par la capacité à faire des choix en changer, mais par le rapport à l'autre que soi, et le fait même de nous interroger sur notre manière d'habiter la Terre, l'oikos, et de nous rapporter aux autres espèces, modifie le climat de la philosophie, qui n'est plus une philosophie purement et simplement de la liberté ou du pour soi, et encore une fois, l'éthique désigne ici la dimension de mon rapport à l'autre, voire aux autres espèces, et avec l'idée que c'est l'existence des autres dans leur matérialité qui me met en question et m'impose de penser des limites à mon droit d'user de tout ce qui est bon pour ma conservation. Alors ce travail en plusieurs étapes aboutit au remplacement de l'éthique de l'autonomie, on pourra en parler, par l'éthique de la vulnérabilité, à la promotion d'un humanisme de l'altérité, fondé sur la positivité des différences, et à la construction d'un concept rigoureux et démesuré, en ce sens, de la responsabilité, qui affirme la nécessité d'un changement de culture politique. L'éthique de la vulnérabilité est un humanisme au sens où c'est en partant de l'homme et de son rapport à l'autre que lui qu'on peut proposer une autre conception du lien social et envisager un modèle de contractualisme qui rende compte de notre solidarité envers les personnes, qu'une conception trop étroite de l'autonomie exclut, de la prise en compte des générations futures, des autres espèces et de la nature. Donc il n'est pas seulement question d'étendre notre responsabilité à d'autres qu'à mon prochain, mais fondamentalement de penser, donc l'accent est plus sur le sujet, un concept de sujet qui rende possible une auto-organisation sociale et politique. Alors, ayant commencé d'abord par la passivité, par une philosophie de la corporéité, car c'est bien ce sujet corporel, mais plus que ça, la corporéité du sujet, c'est pas seulement le fait d'être mortel ou d'avoir un corps, c'est la contestation du privilège, comme dit Lévinas, qu'on accorde à la conscience de donner un sens à toute chose. Donc, ayant commencé par une philosophie de la corporéité du sujet qui mettait en avant la passivité, j'insiste aujourd'hui sur la catégorie de jouissance, ce que Lévinas aussi appelait les nourritures, dont on vit, dont on jouit, mais qui ne tombent pas toutes seules et dont il s'agit de penser le partage. Et dans un travail en cours de rédaction, je cherche justement à mettre au jour des structures fondamentales de l'existence où le fait de vivre d'eux, de manger, la notion de lieu, d'habitation sont prises au sérieux. Un chapitre important est consacré à l'acte de nourrir, qui est tout à fait paradigmatique, car cet acte à la fois biologique et social, intime et collectif, moral et politique, témoigne d'un dépassement du dualisme nature-culture, et surtout l'éthique ici devient mon rapport aux autres hommes, passé, présent et avenir, et aux autres vivants par les nourritures, mais il y a d'emblée dans mon rapport à l'altérité des nourritures et dans la manière dont je mange une position, ça relève déjà de l'éthique, c'est une position dans l'existence. Alors, je m'en explique, mais bon. Donc les nourritures ici désignent pas seulement les aliments, mais le milieu naturel et culturel dont je vis, et cela implique une réflexion sur le milieu humain, le lieu, sur la géographicité de l'être, qui est riche en enseignements sur la manière dont nous aménageons l'espace, cohabitons avec les autres espèces et organisons l'agriculture, ou devrions cohabiter avec les autres espèces et organiser l'agriculture. Donc là aussi, pourquoi l'alimentation est importante dans ce travail, pourquoi elle est paradigmatique, parce que justement on affirme ici la dépendance de sujet à l'égard des conditions matérielles de son existence, et on prend en fait au sérieux ce qui vient avant la liberté. Mais dans cette démarche, l'écologie, loin d'être exilée, eh bien, elle est intégrée à une philosophie de l'existence. Elle est articulée à l'existence. Elle est placée au cœur de l'existence. Et c'est peut-être ce qui en souligne mieux sa centralité. Donc, cette phénoménologie des nourritures, qui est donc relève d'une philosophie première, eh bien, joue le rôle que jouait dans le contrat social de Hobbes ou de Rousseau l'état de nature, la fiction de l'état de nature, et l'idée, c'est justement de rénover le contrat social. Pourquoi ? Eh bien, parce que de Hobbes à Rawls, eh bien, vous avez la socialité, le lien social est structuré par l'avantage mutuel, la réciprocité, ce qui pose un problème d'ailleurs sur la question du rapport aux personnes handicapées. Et Amartya Sen avait d'abord fait une critique à Rawls là-dessus, les féministes aussi, mais le fondement aussi du contrat social, c'est le sujet. Pour les droits de l'homme, c'est pareil, considéré comme un agent moral individuel et indépendant. Or,
À partir du moment où on veut faire entrer l'écologie et la question animale dans la politique, démarche classique pour l'instant, en écologie politique et en éthique animale, mais surtout à partir du moment où on défend cette phénoménologie des nourritures qui pointe un autre sens de l'existence, à même notre rapport au lieu et tout ça, alors on a besoin de penser autrement le contrat social. Puisque on aura non seulement une conception, une ontologie, une conception qui implique une conception plus relationnelle du sujet, on pensera le rapport aux générations futures, mais plus précisément, on va plus reconstruire l'association civile à partir du jeu des égoïsmes et en vue de la seule conciliation des libertés et des intérêts. Sécurité, liberté, non-domination, prospérité. Mais on va construire l'association civile à partir d'un sujet qui est déjà, dès qu'il mange, en rapport avec les autres hommes, passés, présents et futurs, et les autres espèces, et qui, dans ses gestes les plus quotidiens, encourage telle ou telle distribution, telle ou telle production, telle ou telle agriculture, tel ou tel élevage, et telle ou telle économie. Ce qui fait que la responsabilité, personne n'y échappe. Donc je finirai... Pardonnez-moi, j'essaie de faire signe à quelqu'un au fond. Agnès, je vous prie de m'excuser. Je vous en prie. Donc je disais que quand je parle de modifier le contrat social, il ne s'agit pas de dire que nous passons un pacte avec la nature ni avec les animaux, mais c'est un pacte entre les hommes. D'ailleurs, chez Michel Serres aussi, c'est un pacte entre le contrat naturel et un contrat social entre les hommes. Mais en plus de la conciliation des libertés et des intérêts individuels, le problème politique auquel le pacte social devrait répondre suppose la considération d'autres objectifs liés aux conditions de notre existence. Et ces objectifs ne se bornent pas à la préservation des ressources de la Terre, mais ils sont formulés de telle manière que la préservation de la nature est intégrée aux soucis que nous avons de notre existence et que l'écologie est placée dans le cadre d'une réflexion plus large sur la culture. Le respect des animaux, l'amélioration de leurs conditions et la préservation d'un monde habitable sont au cœur du contrat social car ils entrent dans la définition du sujet de l'être au monde. Alors, juste pour conclure, je dirais que tout cela suppose des transformations de la politique, voire des passions politiques, puisqu'on n'est plus dans les oppositions idéologiques traditionnelles qui ne permettent plus d'apprécier ces questions-là. Et au-delà de la question de l'autonomie politique et de ce qu'elle requiert, à la fois sur le plan de la formation et au niveau organisationnel, on doit affronter un problème soulevé de manière très profonde par Rousseau dans le contrat social que je vais citer. Il dit « Pour qu'un peuple naissant pût goûter les saines maximes de la politique, il faudrait que l'effet pût devenir la cause, que l'esprit social, qui doit être l'ouvrage de l'institution, présida à l'institution même, et que les hommes fussent avant les lois ce qu'ils doivent devenir par elles. » Alors, cette circularité explique aussi qu'il faille réfléchir à l'opinion qui, avec les mœurs, les habitudes, les coutumes, je cite Rousseau, garde un peuple dans l'esprit de sa constitution et qui fonde le sens de l'obligation. C'est pourquoi il y a vraiment, on ne peut pas, me semble-t-il, fournir une réponse démocratique aux défis écologiques, entre autres, sans s'adosser à une philosophie du sujet. Et donc, en un mot, la période que nous vivons pousse à l'innovation, même remet peut-être souligne l'actualité, jamais démentie, des Lumières, et un retour aux Lumières après la critique des Lumières, où le mot de Kant, sapere aude, que je faisais dire à un de mes chats, puisque moi j'adore les chats, donc je faisais transformer les philosophes en chats dans le conte, c'est pas grave, mais donc où le mot de Kant, sapere aude, pensé par toi-même, est toujours d'actualité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a l'idée d'innovation politique qui doivent aussi passer par ce que Castoriadis appelait la promotion d'une création imaginaire, mettant au centre de la vie humaine d'autres significations que l'expansion de la production et de la consommation et posant des objectifs différents puisse être reconnue comme valant la peine. Cette création imaginaire permettant de faire le lien entre la théorie et la pratique, la philosophie et l'action, sans qu'elle s'appuie ni sur une adhésion à la foi ou à des valeurs qui ne peuvent pas être imposées, ni sur une vision moralisatrice et discriminante des choses. Je vous remercie. C'était un exposé très savant, très nourri, très construit. Et donc, c'était
dans tous ces chapitres. Alors on va essayer de les aborder tous. Donc, tout ce qui touche à la condition animale et à la condition animale pour nous, êtres humains qui vivons de manger. On va prendre une première série de questions sur ce sujet, si vous voulez bien, si ça vous intéresse. Après, on passera à une deuxième série que nous avons déjà abordée dans cette salle et dans cette instance, qui est l'introduction de l'intérêt des générations à venir dans la décision politique. Je vous rappelle que c'est un sujet que nous avons traité lorsque nous avons voté le projet humaniste. Et donc, qui veut parler de la condition animale et des questions que ça pose? Enfin, vous êtes libre de vos questions, d'ailleurs. Oui, très bien. Non, allez-y alors, puisque je me fais interdire à juste titre de guider les questions. Donc, il n'y a qu'une règle, on va alterner masculin et féminin, si vous voulez bien. Oui. Bonsoir et merci beaucoup pour votre exposé. Vous avez mentionné au début, justement dans la première partie, une question sur, un point sur la condition animale, et j'ai pas très bien compris. Vous avez dit ce serait intéressant de pourquoi pas le mettre dans la Constitution. Est-ce que vous pourriez revenir dessus, parce que je vois pas. Pourtant, en tant que végétarienne, je suis assez attachée à la condition animale, mais je vois pas trop quel plus ça aurait de l'introduire dans la Constitution. Alors d'abord, je vais répondre à votre question en disant pourquoi, me semble-t-il, il faudrait l'introduire d'abord. Les violences infligées aux animaux, notamment dans l'élevage industriel, mais pas seulement, nous concernent, nous blessent. Parce qu'elle nous renvoie une image de nous-mêmes qui aussi peut être insupportable, si elles trahissent l'injustice de notre droit, le fait que nous octroyons un droit absolu que nous n'avons pas, alors ça veut dire que la question animale est une question politique. Si en plus nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus accepter ce que l'on fait, les souffrances intolérables que chaque année on inflige aux animaux, alors cette question ne peut pas être seulement morale ou liée à, bien voilà, il y a des gens qui sont un peu méchants, qui mettent les truies gestantes dans des cages, mais elle doit être au cœur de la République, comme le voulait Victor Hugo et tout ça. Et elle doit être un devoir de l'État. Alors ça ne veut pas dire imposer le végétarisme, puisque le végétarisme, il y a un végétarisme militant qui est une réaction contre ce qu'on inflige aujourd'hui aux animaux mais le végétarisme philosophique nous fait traverser les frontières de la justice, parce que c'est vraiment la question de qui suis-je pour m'autoriser à faire couler le sang des bêtes pour me nourrir. Et là on est dans quelque chose qui hélas ne peut pas être imposé, en tout cas politiquement. Mais la question de l'amélioration de la condition animale est d'autant plus une question politique que non seulement les lois, les directives européennes ne sont pas respectées la plupart du temps, quand la question du bien-être souligne le fait que le droit est piégé, puisque pour les poules pondeuses, le progrès c'est à peu près l'équivalent, la cage, il y a à peu près ça de progrès, l'équivalent d'une carte postale ou un peu plus, c'est super comme progrès. Pour le bien-être animal, ça montre que le bien-être animal est une notion qui à l'origine était intéressante et qui est complètement piégée. Et l'idée, là aussi, une question importante, parce que là encore, le droit doit venir après, au sens où il faut peut-être d'abord insister pour qu'on plus de monde, de personnes, fassent entrer dans la sphère de la considération morale les animaux, qui ne comptent pas pour rien.
Donc, voilà. Donc, mais je pense que le mettre alors là dans la Constitution, ça fait que là la question animale est une question politique, est aussi c'est le refus aussi d'une civilisation qui impose ces traitements-là et qui peut nous faire honte. En tout cas, moi je le pense fondamentalement. Et les politiques sont très silencieux sur cette question, trop silencieux sur cette question. Peut-être. Alors c'est bien que vous finissiez sur ce point parce que moi j'ai constaté depuis des années que je fais de la politique que ce sujet de la protection animale, de la défense animale est un tabou. On n'a pas le droit d'en parler dans la classe politique française. Et alors ma première question c'est d'abord comment vous analysez ça en France? Comment vous analysez cela en France et plus globalement dans les pays latins ou de tradition latine? Et pourquoi, dans des pays plus anglo-saxons, de tradition plus anglo-saxonne, ce sujet est incontournable dans la vie politique? J'aimerais comprendre ça. C'est un sujet qui m'a toujours préoccupé. Encore récemment, j'ai échangé avec une députée dont je tairai le nom, c'est pas la peine de le dire ici, qui est investie sur la question de la protection animale et qui, à l'Assemblée nationale, se confronte toujours au même sarcasme, au même sourire en coin sur ce sujet-là, qui n'est pas jugé sérieux, au mieux, au pire, jugé comme un sujet trop porté par des gens infréquentables. L'extrême droite, en général. Encore récemment, je lisais dans le journal un propos qui me désolait, enfin, pas un propos, enfin, un constat qui me désolait que... les jeunes gens qui ont tué un jeune militant d'extrême gauche étaient, pour la fille en tout cas, une militante de la cause animale. Les gens d'extrême droite qui sont qui militent dans la cause animale. Oui, alors c'est permanent ce rapprochement qui est fait entre l'investissement dans la protection animale et des idéologies d'extrême droite. Mais ça c'est vrai en France plutôt. Et puis bon, Brigitte Bardot a beaucoup fait de mal à ce sujet. Et il y a moi aussi ce parallèle que je ne comprends pas entre une impossibilité d'aborder ce sujet. C'est une réponse à votre dernière interrogation. Les politiques sont muets parce que c'est un sujet qui est difficile de porter en France. Et pourtant, moi j'ai constaté que les rares fois où je l'ai abordé dans des meetings ou dans des réunions publiques, il y avait beaucoup de monde qui venait me voir après pour me dire c'est bien que vous l'ayez abordé, on n'entend jamais parler, c'est un sujet qui pourtant n'est pas si anecdotique que cela, si on sort un petit peu du chacha à mémé, etc. C'est-à-dire qu'il y a des sujets beaucoup plus graves et beaucoup plus intéressants tels que vous les avez évoqués tout à l'heure. Alors, Yann Verling a été, comme vous savez, secrétaire général des Verts. Au sein desquels je n'ai jamais pu défendre cette idée. Parce que c'est par ailleurs aussi un sujet qui est jugé comme secondaire, sans intérêt, et qui, en gros, les animaux, c'est les espèces à protéger. C'est la biodiversité. C'est la biodiversité, mais c'est pas l'individu animal qu'on fait souffrir et qu'on devrait considérer comme un individu à qui on ne peut pas faire tout et n'importe quoi comme un objet. Oui, merci pour cette question. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, je verrai quelques pistes. D'abord, il est vrai que les personnes qui se font les défenses, qui défendent la question animale, souvent sont extrêmes. C'est vrai, parce qu'ils ont des îlots éthiques. Par exemple, vouloir l'abolition de l'expérimentation animale, c'est pas sérieux quand on sait le progrès. La recherche sur le cancer, etc., dû à l'expérimentation animale. Après, il y a la manière de le faire. Donc, il y a des choses, il y a un discours abolitionniste qui est parfois excessif et qui ne prend pas en compte d'autres intérêts, d'où ces îlots éthiques qui caractérisent même les philosophes qui travaillent sur l'animal et qui le font aussi d'un point de vue donc non-humanisme, comme s'il fallait choisir entre la condition sociale ou les humains et les animaux, la protection animale. Donc ça c'est le premier écueil, mais ça vient de leur faille, si je puis dire. La deuxième, je crois que quand même la question de prendre en considération l'animal, tirer les conséquences dans nos pratiques de ce que les éthologues nous disent depuis déjà quand même longtemps, puisque nous savons tous que les animaux ne sont pas des machines. Eh bien, c'est évidemment un changement tel au niveau de l'économie, au niveau de l'organisation, il y a aussi des lobbies quand même, que ça ne peut que demander du temps. Et je crois que comme ça, jeter ça dans le débat politique de manière brutale, ce serait contre-productif.
C'est une question tellement importante qu'elle nécessite de la ruse aussi, et du temps. Et, Donc moi, la Constitution d'abord. Donc l'idée que parler des animaux, c'est nous regarder dans un miroir. Que c'est donc voilà, il y a ça, c'est vraiment et que puis on voit bien, de toute façon, on voit bien, l'humain a toujours été lié aux animaux, parce que la manière dont nous avons, avant Darwin et un petit peu après, tracé les frontières, pensé l'humanité, souvent en l'opposant à l'animalité, définie de façon privative. Hein. Donc, à part Montaigne, mais longtemps, il y a eu cette histoire de la manière dont l'homme se présente, se représente, et souvent a été longtemps lié à justement une opposition à ce qui n'est pas humain. L'homme un animal rationnel, d'Aristote jusqu'à l'exception étant Pythagore, évidemment, ceux qui croyaient en la transmigration des âmes, Plutarque, mais aussi Montaigne, une voix très singulière. Mais aujourd'hui, Darwin évidemment nous a replacé la continuité du vivant, mais c'est évidemment assez difficile Darwin finalement n'est pas entré aussi profondément que cela finalement dans nos représentations. Mais je crois qu'il y a aussi le fait que la manière dont nous traitons les animaux, on voit bien, nous sommes un peu embarqués, on voit bien que la manière dont nous traitons les animaux fait qu'il y aura des scandales sanitaires qui vont de toute façon rendre incontournable cette question, aussi par ce biais-là. Alors je crois que voilà. Donc, mais moi je suis assez confiante, je pense que c'est un processus qui est en marche. Alors, et voilà. C'est un processus qui est en marche au niveau du public, vous avez raison. Moi, je suis tout à fait marquée par le fait que cette question passionne les jeunes et passionne de plus en plus de personnes, la société civile. Même si beaucoup de gens, même quand ils mangent leur sandwich au jambon, ne pensent pas à l'animal qui était derrière et qui voulait vivre. Mais là on a des questions, évidemment. Déjà, moi, je pense que si on arrivait à faire tout pour supprimer cet élevage intensif, contre-productif, ça serait déjà formidable. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Oui, juste un point, une réflexion. Je suis un éleveur. Je veux dire, je suis un éleveur qui a élevé toute sa vie des vaches, des veaux, des chevaux en liberté. Je suis quelqu'un qui souffre chaque fois qu'il entre dans un élevage de veaux en logette ou chaque fois qu'il entre dans un élevage porcin par l'organisation des choses, par la situation sur caillebotis avec les déjections au-dessous. Et cependant, d'abord je respecte et j'aime les gens qui font ça, les éleveurs. Et cependant, je sais une chose qui est pour cela très difficile, c'est que si nous entrions dans un système qui imposait aux autres éleveurs les règles que la vie a fait, que j'ai pu suivre moi-même pour le confort des animaux, et en quantité et en prix, il serait impossible de nourrir même la France. Alors je ne parle pas des 7 milliards de personnes, des 6 milliards 999 autres qu'il va falloir nourrir. Et c'est pour moi une très grande difficulté. C'est d'ailleurs la même chose pour les OGM. Je suis de ceux qui espèrent que nous ne céderons pas dans la négociation commerciale éventuelle avec les Américains sur ce point. Mais je sais aussi que nourrir l'humanité et par exemple faire pousser des céréales ou du riz en conditions semi-désertiques, ça oblige
à travailler sur le vivant. Je ne dis pas que je le souhaite, mais je voudrais bien qu'on m'explique comment on fait. Je cite un exemple qui n'est pas OGM, mais qui travaille sur le vivant. En 1945, quand la guerre s'achève, le rendement d'un hectare de maïs chez moi est de 15 quintaux hectares, en moyenne. Et puis sont arrivés ceux qui travaillaient sur le vivant et qui ont fait non pas de la manipulation génétique, mais quelque chose qui est un peu d'ordre semblable, qui est l'hybridation du maïs. Et l'hybridation du maïs fait qu'aujourd'hui, le rendement moyen est de 90 quintaux exactement sur les mêmes terres, avec le même climat. Si on n'arrose pas, si on arrose chez moi, alors bon. Mais si on n'arrose pas. À 15 quintaux hectares, avec la lignée classique non hybride, je rappelle que l'hybridation entraîne le fait que la graine n'est plus fertile. Donc vous êtes obligé de racheter des semences tous les ans. Hein? Non, tous les semenciers français. Chaque pied de maïs que vous voyez depuis 1945 en France est un pied hybridé dont la graine ne peut pas être ressemée. Aucun. C'est pas l'OGM de Monsanto. C'est tous les maïsculteurs français. Et bientôt, on va hybrider le blé. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que le maïs a des organes mâles et des organes femelles distincts. C'est pas le cas du blé. Mais à 90 quintaux hectares, on nourrit. À 15 quintaux hectares, on nourrit rien. Et donc, c'est pour moi... il me semble qu'il y a là une tension entre deux objectifs. J'espère qu'en travaillant, en réfléchissant, on va y arriver. Mais ça n'est pas une question aussi simple que celle qui sépare les gentils des méchants. C'est une question beaucoup plus complexe parce qu'elle touche au projet même de l'humanité. Hein, et bon, voilà, c'était la remarque timide que je voulais faire. Oui, mais alors j'en ajouterai une, si vous me permettez. C'est que manger 2 fois par jour de la viande, contrairement à nos grands-parents, qui n'en mangeaient que 2 fois par semaine, ce n'est pas universalisable à l'échelle de la planète. Pour 7 milliards d'individus. Je ne sais pas où étaient vos grands-parents, mais chez moi, nos grands-parents mangeaient du cochon à midi, le soir, parfois le matin. Oui. Oui. Et des œufs. Mais c'est pas universalisable. C'est un modèle qui n'est pas universalisable, qui n'est pas généralisable. Dans mon pays, au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle, dans les contrats de travail avec les journaliers, il y avait qu'il était interdit de servir du saumon plus de 5 jours sur 7 par semaine. S'il y avait tellement de saumon que voilà, et qu'il fallait quelquefois servir de la viande. C'est pourquoi voilà. Ouais. Mais 7 milliards d'individus qui mangent 2 fois par jour de la viande, quand ils le feront ou s'ils le font, c'est impossible avec une seule planète. Parce que aujourd'hui, les céréales sont utilisées pour le bétail. Je ne connais plus les chiffres, mais donc, alors que s'il y avait moins, ça serait beaucoup plus. C'est des céréales qui pourraient être utilisées. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent. Oui. Non, mais c'est pas faux. Hein, bon, en tout cas, mais vous avez raison, il y a un dilemme. Il faut prendre la mesure du dilemme pour régler la question animale et pas opposer les hommes et les animaux. Ça, c'est sûr. Non, mais je voudrais revenir peut-être d'un mot sur la question animale. Non, pour dire que je trouve que vous touchez du doigt d'abord une question juste, qui est le bien-être animal. Robert et moi, nous ne cessons de voter des directives au Parlement européen sur cette question, mais c'est vrai que c'est pas un sujet dont on parle beaucoup en France. Enfin, en général, on nous reproche de voter des directives
pour le bien-être animal, parce qu'on complique la vie des éleveurs, des agriculteurs, des transporteurs, enfin, bon, etc. Mais je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose de juste, qui est la question du qualitatif ou du quantitatif. Et que les questions, à mon avis, pour le siècle qui vient, je pense que ça va être une des questions qui va venir pour les décennies qui viennent. Et c'est vrai que nous avons procédé uniquement par quantitatif pour aller très très vite jusqu'à maintenant, avec élevage intensif, extensif, avec toutes les terres arables rachetées dans le monde entier par tous les grands émergents. Enfin, on voit bien ce qui se passe. Et en même temps, jamais il y a eu autant, on va dire, d'éleveurs ou d'agriculteurs africains qui ne peuvent pas manger et qui ne peuvent pas se nourrir, ni nourrir leur famille, parce qu'ils n'ont même plus, on va dire, un petit morceau de terre à cultiver. Et en même temps, on a des centaines de millions d'hectares qui sont gérés d'une façon compliquée dans le monde. Et moi, je crois qu'il vaut mieux du qualitatif que du quantitatif. Donc cette question-là, elle vaudra d'ailleurs pour les questions d'alimentation dans les temps qui viennent, que quelquefois, il vaut mieux peut-être manger mieux, un peu plus cher, un peu moins en quantité, et que peut-être on va s'apercevoir que dans les décennies qui viennent, ça va être en tous les cas, je trouve, une question qui va être, à mon avis, d'actualité, pas seulement pour la question de l'alimentation, mais pour toute une série de problèmes. Et quand on se posera d'abord la question de la qualité et pas de la quantité, on aura des politiques différentes sur un grand nombre de sujets et de domaines. Mais je voulais vous poser une question sur ce que vous avez dit. Vous avez pointé du doigt des dysfonctionnements, je trouve très, très juste, sur, au fond, la manière dont on gouverne un pays et la manière dont la politique fonctionne, c'est-à-dire à court terme, c'est-à-dire alternance après alternance, en ignorant ce qui a été fait, ce que les autres ont dit, en ignorant ce que les experts ont pu dire de juste sur une question sensible à un instant T, en reprenant tout à zéro. Vous avez parlé d'amateurisme, et je trouve que c'est absolument juste. Vous avez parlé de... Oui, ben moi je parle de la France, là, les Français. Vous avez parlé de court-termisme, et c'est vrai qu'on prend les décisions en général, pas seulement à court terme, mais on les prend aussi au dernier moment. C'est-à-dire qu'on ne prévoit jamais dans notre pays. Il n'y a aucune prise en compte de la durabilité. Jamais. On ne réfléchit pas à ce qui va se passer à 1 an ou à 5 ans ou à 10 ans, et encore moins, évidemment, à 15 ou 20 ans. Or, c'est ça qui, je pense, est aussi essentiel pour les temps que nous vivons. Et vous avez conclu sur le pense par toi-même, et je suis d'accord, et la création imaginaire. Et on voit bien que ça, c'est un rôle qu'on donne, ou que l'individu peut prendre pour lui-même, par sa propre liberté. Mais au fond, je voudrais savoir pour vous, quel devrait être, dans un monde idéal, avec un nouveau contrat social, le rôle du politique pour arriver à favoriser ce pense par toi-même. Le rôle de l'homme politique ou de la femme politique. Ça, c'est une question difficile. En tout cas, sans doute d'accompagner cette transformation des passions politiques, où c'est plus le binaire. Conservatisme, progressiste d'un côté, droite, gauche. Ouais. Donc ça me plaît bien. Voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, explicitation, inviter à expliciter des positions qui sous-tendent ces prises de position idéologiques ou écologiques. Ce qui est derrière, les conceptions qui travaillent, qui expliquent justement des prises de position sur l'usage des nourritures, sur les terres, etc., où justement on est dans des conflits de valeurs. Mais pas sans rester au conflit de valeurs. Moi j'ai cette valeur, et bien, moi j'ai cette valeur. Voilà, pas du Christine Boutin. Ça devrait disparaître, si je puis dire, au sens où... non, mais au sens où... Franchement, vous aurez notre soutien. D'accord. Non, mais cette manière d'habiller de beaux mots, dignité, respect, des opinions strictement personnelles et qui sont des valeurs, des dégoûts et des goûts. Et puis, en plus, avec beaucoup d'intolérance. Ça, c'est quelque chose... Donc, voilà, ça serait quelque chose porté et d'hypocrisie. Porter cela, en fait, inciter à l'argumentation. Donc, même quand on est au départ, on commence par les émotions. On commence par... et voilà, donc ça serait... Et porter aussi une vision... Ricoeur, dans un très beau texte qui s'appelle « Utopie et idéologie distingue ». L'idéologie, dans son côté, justement, adhésion, polémique, de l'utopie, qui a ce côté, justement, création symbolique, rapport symbolique réel, création imaginaire, et la politique, et à la fois, je crois, des choses, une gestion technique de certaines choses, c'est aussi un compromis, évidemment. On doit trancher
par rapport en voyant la compatibilité ou l'incompatibilité, quelque chose de nouveau avec ce qui existe déjà. Comme disait Bruno Latour, il faut encaisser parfois certaines nouveautés, parfois on ne peut pas. Il y a des priorités, il y a des... bien sûr, mais aussi avec une vision comme ça, je crois. Moi je pense que c'est ça. Ça, ce serait... Et je pense que les gens l'attendent, parce que le schéma binaire... Ça dépend typiquement de décisions qui concernent les institutions. Si on veut favoriser l'argumentation, alors il faut le pluralisme reconnu au sein des institutions. C'est typiquement le sujet. Mais pour aller dans votre sens, je voulais simplement rappeler que dans notre projet voté il y a quelques années, notre première proposition, c'était « Nous inscrirons dans la Constitution l'obligation de la protection des générations futures ». Alors peut-être on aurait pu parler aussi des autres espèces vivantes, mais... Bon, qui veut poser une question ? On va en prendre 3 et pas plus, parce qu'il est 8h30 et vous répondrez. La précédente question était masculine, c'était Yann Verling, féminin. Non. Oh pardon Marielle, excuse-moi. Excuse-moi Marielle. Masculine alors. Oui, bonjour. Je ne sais pas qui parle. Ici. Ah, pardon, excuse-moi. Dans votre souci de protection animale, est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi une certaine forme d'élitisme ? J'aurais tendance à dire que si je veux améliorer la condition animale et que je veux aller ce soir au restaurant, la meilleure façon d'améliorer la condition animale, c'est d'aller dans un 3 étoiles, puisque pour avoir la meilleure qualité gustative, je sais que l'animal qui va finir quand même dans mon assiette aura été traité finalement de la meilleure façon possible, tel le bœuf de Kobe à qui on fait écouter de la musique classique, etc. Mais finalement, au bout du compte, quel est l'aboutissement de notre acte ? C'est quand même quick. Le homard, je peux très bien le mettre avant de finir dans la casserole, dans le meilleur vivier possible, mais il y a quand même le moment où il va falloir le plonger dans la gamelle d'eau bouillante. Et est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs un peu une espèce d'hypocrisie ? C'est-à-dire, finalement, je veux améliorer la condition animale, mais je ne veux pas voir l'acte ultime. C'est-à-dire que je veux bien être dans le 3 étoiles au Michelin, je vais penser au homard qui avait été très très bien traité avant de finir dans mon assiette, mais quelque part j'aimerais pas trop être dans la cuisine en train de faire l'acte qui va me produire un certain plaisir. Et je dirais même que derrière cela, est-ce qu'il y a une solution individuellement, puisque vous parlez de conscience de ce que l'on fait. Si vous faites votre repas de Nouvel An, c'est vous-même qui préparez votre homard, vous avez à la fois le plaisir de ce qui va se passer après, mais au moment où vous le plongez dans la gamelle, on peut avoir aussi conscience de ce que l'on fait. Et d'ailleurs, ça pose une certaine problématique aussi, même en politique, c'est quand on fait des choix. Il va y avoir l'arrêt de la chaîne de causalité de notre action. On peut très bien savoir qu'à court terme, on va faire un choix désagréable. À moyen terme, ça va être plus agréable. À plus long terme, etc. Et là, est-ce que vous avez, puisque vous parlez de philosophie pratique, des solutions pratiques, par exemple, à l'horizon auquel, par exemple, on va faire notre choix pour, de manière pratique, obtenir un résultat donné. Alors, il y a beaucoup de questions là-dedans. Je remarque encore une fois que l'animal s'invite. Hein, c'est quand même... alors que je n'ai finalement assez peu parlé cette fois-ci, mais bon. C'était dans le titre. Oui, mais c'est comme ça s'invite plus que l'écologie, ce qui montre quand même... Alors je vous rassure, moi le homard, non, ni le foie gras, ni tout ça. Donc comme disait Montaigne, on devrait manger que les animaux que nous avons tués. Et il reprenait ça à Plutarque. Ouais. Au moins on saurait que la viande vient de quelque chose et a coûté... et aux bêtes et aux hommes, j'ajouterais. Ensuite, élitiste, moi justement j'ai un point commun avec vous, c'est que je viens d'une famille d'agriculteurs et d'éleveurs, donc je crois savoir un petit peu de quoi je parle, et j'ai vu la transformation. Transformation radicale du métier. Pas partout, mais bon. Donc du coup, alors élitiste, non. Qui est kidnappé par la question animale, c'est mon cas. Kidnappé. Eh bien, ne mange plus de viande, que voulez-vous que je vous dise. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'au niveau politique, on va imposer cela. Je veux dire, je crois, là, ce serait vraiment... je crois déjà, si on peut parler de l'amélioration de la condition animale, c'est faire en sorte que, eh bien, au lieu de mettre les truies gestantes dans des cages exiguës
au moment, bon, eh bien, on les met, on respecte quand même leurs normes éthologiques, le besoin qu'elles ont d'être ensemble, etc. Au lieu, voilà, il y a quand même quelque chose qu'on peut aménager, on peut améliorer, et ça se fait, ça et là. Ça se fait, ça et là. Il ne faut quand même pas non plus dresser un portrait noir. Donc je ne vois pas trop ce que vous appelez l'élitisme. Ensuite, non, vous, en plus, qui est kidnappé par la question animale, c'est sûr, ira beaucoup plus loin que ce qui peut être fait en politique et imposé aux autres. Il n'ira pas dans un restaurant en se disant, voilà, ça c'est une vache qui a été tuée, mais elle a été bien vécue. Qui est kidnappé par la question animale considère la mise à mort d'un animal comme une mise à mort, comme le fait de quelque chose qui pose un problème moral, comme quelque chose de non anodin, et refuse toute dénégation. C'est pour ça que c'est quelque chose de violent que d'être kidnappé par la question animale. Maintenant, il faut, je crois, il y a le plan de la politique et le plan de ce qui est aux frontières, vraiment, là. Je pense qu'il faut les séparer. Sinon, on n'est pas dans une démocratie, on n'est pas dans le pluralisme, on devient justement un ordre moral qu'on impose. Donc là, voilà. Donc, je crois que... voilà, donc je vois pas votre question, je comprends pas trop ce que vous voulez me dire, mais bon. C'est pas grave, j'ai essayé de répondre quand même. Bon. Ça fait un peu californien. On a l'impression... Excusez-moi, j'essaie de comprendre ça. Donne le micro parce qu'autrement, c'est pas enregistré. C'est de l'humour, hein. Je vous attaque pas du tout. Mais on a l'impression de se retrouver dans un film de Woody Allen quand il était à New York et qu'il va voir ses amis, sa femme à Los Angeles, où il va se dire, je suis obligé de manger une salade d'herbes et des choses comme ça. Donc, je voudrais pas qu'on tombe dans ce syndrome-là, si vous voulez. Alors, sauf que... C'est ça que j'ai l'impression que monsieur... J'essaie d'évoquer, qui disait avec un peu d'humour, oui, mais où ça commence et où ça s'arrête, si vous voulez, parce que on a l'impression que là, même manger des fourmis, ça nous... c'est un péché, donc on est mal à l'aise, quoi, vous voyez, on est vraiment mal à l'aise. Au passage, il y a des restaurants végétariens qui sont très bons, hein. On a plein à Paris. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est pas le propos, c'était pas mon propos du tout ici. Bah, j'ai eu l'impression que c'était un peu ça. Ah bon. Bon. Mais je vous en prie, hein. Féminin. Bonsoir. Alors moi, j'ai une réflexion aussi à faire sur votre discours très dense, votre présentation très dense. Vous parlez beaucoup du contrat de Rousseau, du contrat social. Et moi, ma réflexion, c'est de repositionner, en fin de compte, l'homme au sein de sa nature, de la nature, de son environnement. Pensez-vous, aujourd'hui, que cette prise de conscience, elle sera prise par les politiques, ou est-ce qu'elle viendra, la naissance de cette prise de conscience ne viendra pas des opinions publiques, de la prise de conscience du consommateur qui fera, lui, en fin de compte, émerger des choses au niveau politique? J'aurais plutôt tendance à penser que c'est cela, que ça vient plutôt de ce qu'on appelait au XIXe siècle la société civile, qui a beaucoup de créativité, y compris dans les modèles alternatifs en agriculture et dans d'autres pays que le nôtre, la permaculture, l'agroforesterie, etc. Et puis aussi, oui, moi j'ai plutôt tendance à penser, mais c'est quand même bien qu'il n'y ait pas trop d'écart entre justement la société civile et l'État. Oui, mais la prise de conscience, ça se fait aussi par l'explication et par l'éducation, la formation. Est-ce que vous ne trouvez pas, enfin moi je trouve qu'aujourd'hui il n'y a pas suffisamment d'éducation, d'information sur l'écologie. On n'arrête pas de nous en parler, mais l'écologie, qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une approche, comme vous le faites d'ailleurs, philosophique de l'écologie politique, dans un sens beaucoup plus large et beaucoup plus vaste? Et puis pareil, je voulais aborder une autre chose que vous n'évoquez pas, c'est une question. C'est la notion d'espace. La notion d'espace et de temps. Ouais. Tout ça, c'est très bien, mais ça veut dire que c'est une prise de conscience planétaire. On ne peut pas imaginer que ça ne se passe qu'en France ou qu'en Europe ou que dans certains pays du monde. Ça n'a pas de sens. Bien sûr. Voilà, c'était juste l'aspect réflexion. Oui, merci. Mais en fait, ce que vous dites vraiment pointe quelque chose d'essentiel qui est l'universalisme aujourd'hui. Quel universalisme aujourd'hui? Voilà. Voir comment? Non, mais c'est ça. Et donc, je crois vraiment que c'est important.
Robert Rochefort, député européen. Merci. Donc je vais faire très vite parce que ça tombe bien d'ailleurs la façon dont vous terminez. Parce que je trouve qu'un point sur lequel on ne vous a pas relancé et qui, moi, m'a beaucoup impressionné dans votre exposé, c'est finalement le parallèle, alors c'est peut-être pas le mot qui convient, que vous faites peut-être dans ce que vous appelez l'éthique de la vulnérabilité, entre la condition animale et les personnes en situation de dépendance. C'est ça qui me semble, comment dire, extrêmement fort, et qui, en tout cas, dans les pensées, dans les vulgates de pensée, en tout cas françaises, c'est très très nouveau. C'est même, comment dire, l'inverse de ce qu'il était habituel de penser. Hein. Pour faire simple, on a souvent le sentiment que ceux qui s'intéressent à la condition animale ou ceux qui s'intéressent aux personnes en fin de vie ne font pas du tout partie des mêmes corpus, ni de pensants, ni de militants. Et donc là, vous faites le rapprochement entre les deux. Alors, je voulais d'abord être sûr que je ne me trompais pas en faisant cela. Alors après, évidemment, quand on essaie de se réapproprier donc cette mise en commun et qu'on est un politique, c'est un peu compliqué. Parce que, alors je vais le dire avec un peu d'humour, parce qu'évidemment, on peut faire un peu d'humour, surtout à cette heure-ci, puis entre nous. On est un peu compartimenté quand même, et c'est un peu difficile de dire qu'on... pas que tu es sur Internet. Oui, mais c'est pour le dire. Non, mais bon, non, mais je le dis rapidement. Enfin, c'est un peu compliqué de dire qu'on met dans le même bateau, dans la même arche de Noé, la défense, comment dire, du chaton abandonné et de la personne âgée très dépendante. Ça là, c'est un petit peu. Alors peut-être que vous voulez nous expliquer qu'il y a une réponse métapolitique peut-être à fournir par une façon de penser l'universel autrement. Enfin, en tout cas, c'est un peu difficile pour nous de faire le passage de l'un à l'autre. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a paru très intéressant ce que vous avez développé à cet égard. Alors, ce que vous dites sur le parallèle entre les animaux et les personnes dépendantes, ce parallèle est plutôt fait par les éthiciennes du Caire, qui justement insistent sur la vulnérabilité. Ah ben non, Carol Gilligan, Tronto, excusez-moi, celles qui ont mis au point cela et qui, justement, ont une définition de la vulnérabilité comme étant liée, justement, comme pouvant un être qui peut être dominé. Or, moi, j'essaie de développer une conception de la vulnérabilité plutôt liée à la prise en compte de la corporéité du sujet. Mais effectivement, là où nous rencontrons les animaux, c'est que nous avons en partage ce corps, le fait de vivre d'eux, etc., d'avoir besoin de nourriture, etc. Mais je dirais il est clair qu'il y a une réflexion sur un contrat social qui n'est pas seulement structuré par l'avantage mutuel, la symétrie et l'égalité. Mais d'ailleurs, y a-t-il eu un contrat social concrètement lié à l'égalité? Les féministes diront que l'État libéral était faussement neutre, puisqu'il y avait des préférences induites, des dominations, des rapports hommes-femmes qui n'étaient pas forcément égalitaires, etc. Donc bon. Mais moi, c'est pas... Donc ce que vous dites là, c'est plutôt ce que fait l'éthique du Caire, avec lequel j'ai quand même des points communs, mais aussi une divergence essentielle, au sens où moi, j'ai essayé de construire un concept un peu dur de vulnérabilité, si je puis dire, et une philosophie du sujet, et puis aussi adossée à une théorie de la justice, qu'elles ne font pas forcément. Voilà, donc du coup, et ce n'est pas, je ne mettrai pas au même plan, moi je ne pense pas ça. Je dirais que ce qui est intéressant dans les personnes en situation de dépendance, c'est pas seulement la question de leur intégration, même si elle est fondamentale pour ne pas en faire des personnes de second rang, des citoyennes de second rang, ce qui est déjà très exigeant. C'est aussi que ça oblige à reconfigurer des catégories majeures de l'éthique qui sont souvent trop épaisses, comme celle d'autonomie, d'autodétermination, très importante mais épaisse, trop manquant de finesse. Et la question, les animaux, il y a quand même d'abord, avant tout, il y a la question de la sensibilité. C'est ça. Ce qu'il y a en commun, et de manière très simple, on peut tous être d'accord, carnivore et végétarien, c'est que l'animal, c'est un être sensible et que, et en plus, il y a une diversité des animaux et que, il a des intérêts à préserver. On peut l'exploiter, mais il y a des conditions d'exploitation qui sont plus ou moins décentes. Voilà. Donc ça, je pense qu'on peut là arriver à un consensus. Alors après, vous, politiques, votre rôle difficile, c'est de statuer. Il faut dire.
Nous, politiques. Non. Oui, nous, oui, mais nous, vous, hommes politiques. Non. Mais nous, politiques. Nous, politiques, nous, citoyens. Oui, nous, citoyens, mais vous, politiques, vous avez le rôle, la tâche de trancher. C'est-à-dire que parmi tout ce qui est discuté, parmi tout ce qui est... et d'ailleurs, la différence entre le philosophe et le politique, ça c'est vraiment Léo-Strauss qui le montre très bien, c'est que le philosophe, il est là pour mettre de la perplexité, de la quiétude. Politique, à un moment, il faut quand même trancher, il faut trouver un compromis, me semble-t-il. Il faut bien prendre une décision, arrêter. Le philosophe, il est je dirais pas dans l'abstraction, c'est pas vrai, mais il y a autre chose. Donc, voilà, donc ça, c'est pour ça, vous, parce que après, vous... Voilà. Oui, ça peut arriver. Ça arrive, oui. Dernière question féminine. Oui, ils légifèrent quand ils ne peuvent pas trancher. Oui, pour rebondir sur tout ce qui s'est dit jusqu'à présent, je me demande si justement le parallèle qu'il y a à faire entre la vulnérabilité des personnes fortement dépendantes et les animaux, ce n'est pas celle du chaton perdu ou abandonné, mais c'est les deux conséquences d'une nouvelle société dans laquelle nous vivons. Les personnes dépendantes fortement, leur accroissement, c'est dû au progrès de la science qui a allongé la vie, et nous ne savons pas comment maintenant gérer ce nouveau problème que nous affrontons. Et la condition animale, ce n'est pas celle du chaton, parce que celui-là, on ne l'abandonnera pas, mais c'est les batteries pour les poules et les truies en gestation dont vous parliez. C'est de nouveau une approche nouvelle due à une évolution de la société. Et est-ce que c'est pas là-dessus que nous devons réfléchir pour savoir maintenant prendre nos responsabilités et traiter ces sujets que nous avons nous-mêmes provoqués? Oui, mais l'enfant, le bébé aussi est dépendant et oui, mais c'est pas un problème aujourd'hui, l'enfant. Enfin, il est géré le problème de l'enfant. Je dirais que là aussi, j'ai sûrement pas répondu de manière précise à la question précédente. C'est que ce que vous dites là, c'est la question de la dépendance. Donc c'est une manière de penser la vulnérabilité comme susceptibilité à la blessure, hein, c'est ça que veut dire vulnus, c'est ça, la blessure. Là, moi, je me suis emparée de ce terme en lui donnant aussi une force, c'est-à-dire capacité à ne pas être seulement pour soi. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas seulement les personnes vulnérables, bien que j'ai par ailleurs pas mal travaillé sur les décisions d'arrêt de traitement et sur la fin de vie en particulier. Mais ce qui m'intéressait, moi, dans la vulnérabilité, c'était non seulement qu'elle a une fonction critique dans la société, ce qu'ont bien montré les éthiciennes du Caire, mais aussi qu'elle installait au cœur du sujet, elle retournait le sujet qui n'était pas seulement défini par la liberté ou le pour soi. Et donc c'est ça qui m'intéresse. La question que vous posez est évidemment fondamentale, mais c'est une autre question, je ne vais pas aborder là, mais elle est évidemment fondamentale. Si je savais répondre à cette question, on pourrait breveter ça, ce serait formidable. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.